Merci pour fidélité avec attention sur Magic 9, 100.9 pour suivre panel magique. Nous avons plaisir avec privilège pour nous parler avec ancien député Wolf Papillon, ancien député Corail de la 50e législature. Avec député Wolf Papillon, nous allons commenter 3 articles, 3 publications qu'il fait dans le journal Le Nouvelliste. Député Papillon, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour à tous et bonne année. Bonjour, député. Merci, député, de votre disponibilité. Avec nous-mêmes, nous allons aller commenter, et j'en ai dit ça là, 3 articles qui sortent dans le journal Le Nouvelliste sur la Constitution, sur la nouvelle Constitution. D'abord, réforme constitutionnelle des leçons de l'histoire, nouvelle Constitution faillite morale des élites et comment le sondage du BRID sur la réforme constitutionnelle nous induit en erreur. On a commencé avec premier article, la première publication, réforme constitutionnelle des leçons de l'histoire. Où commencer publication ça, monsieur le député, avec constat ou bien un verdict qui sans appel côté où dit que et il y a une barrière qui motive toute initiative de d'autres pays à l'autre constitution, de une nouvelle constitution, eh bien, il est passé à travers un mépris de la loi et du principe de rigidité de celle-ci. Comment on est capable d'expliquer ça? On est capable de commencer tout simplement par dire que le problème des dirigeants haïtiens, ce n'est pas la constitution, mais bien les constitutions. Nous avons un problème à nous soumettre aux lois de la République. Et chaque fois que nous gagnons une loi qui parle dans le sens intérêt nous ou bien dans ça que nous voulons faire, on loi mère, nous changer. Et c'est uniquement ça qui justifiait qu'en 216 ans d'indépendance, nous gagnons 22 constitutions et on est en train de nous proposer une 23e constitution. Pas jamais une constitution qui est bon pour le peuple haïtien, tout autant que nous pas commencer à respecter d'abord la loi et enfin la loi mère qui lui-même dictait les grandes lignes des lois de la République. C'est approche-moi ça. D'ailleurs, nous avons un proverbe dans le pays nous qui dit constitution c'est papier, baïonnette c'est fait. C'est-à-dire que c'est pour loi plier à eux-mêmes. En l'article ça, nous faisons un rappel historique pour me montrer à chaque occasion, en fait, l'on fait une analyse de différentes constitutions et de circonstances autour de l'événement constitutionnel, c'est toujours une question de chef qui n'a pas d'accord avec ça, la loi pays a dit. Il me dit capable de commencer par Dessalines, à qui je donne raison de vouloir changer la constitution de 1801, parce que vous connaissez le titre de gouverneur général à vie, puisqu'ils font un nouvel État, son bagage normal que le pays a changé de constitution. Mais au grand web que pendant les 5 premières années de la République d'Haïti, de l'État d'Haïti, où censé gagner 5 constitutions. On a la constitution de 1805, du 20 mai 1805 de Dessalines. Pétion a convoqué une assemblée constituante pour faire la constitution de 1806 après l'assassinat de Dessalines. Ça nous fait déjà 2 constitutions. Christophe va refuser cette constitution parce que c'est une constitution piégée. Il sent qu'il va bien pouvoir que le gain monter dans le nord. Il fait d'abord la constitution républicaine de 1807 pour la présidence de Christophe pendant 4 ans. Et en 1811, lorsque Christophe a changé l'État du Nord en Royaume du Nord, il fait une autre constitution, c'est la constitution royale de 1811, ça nous fait déjà 4 constitutions. Et Pétion lui-même, qui était fait une belle constitution ça pour Christophe, il dit que le PAC a dirigé le pays avec lui, et bien il a changé de constitution en 1816. Ça veut dire que dans les premières années, en 10 ans, nous avons passé 5 constitutions. Et sauf quelques rares périodes, nous avons seulement 3 constitutions dans le pays qui ont une longévité. C'est la constitution de Boyer, et la constitution de Pétion et Boyer, on va dire, de 1816 jusqu'au départ de Boyer en 1843. Et constitution ça, il a fait 5 tentatives pour changer les, Boyer résisté. Après ça, on a la grande constitution de 1889, qui durait 29 ans. Les mêmes, ils ont retiré en 1918, lorsque les Américains sont venus, ils voulaient faire une constitution tout qui répond à l'intérêt par eux. En 1918, c'était la première fois qu'il y a une stabilité au niveau constitutionnel. Parlementaires de l'époque, ils ont résisté à Américains, ils ont dit qu'ils n'ont pas changé de constitution. Eh bien, Américains ont shooté parlementaires avec botte, la même été parlementaire de craser parlement, et puis ils ont imposé nos constitutions, et qui était pour changer 2 bagages. Premièrement, ils ont voulu mettre
une loi en constitutionnelle qui était fait que l'homme répond, un collaborateur haïtien qui exécutait l'ordre de l'occupant, que la loi haïtienne pas de café rien. Et deuxièmement, il y avait le fameux article 13 de la Constitution impériale de Dessalines qui était dit qu'aucun blanc, pas de cas propriétaire, pas de cas entrer en Haïti à titre de maître de propriétaire. Qui était énervé blanc, et toute constitution était toujours Kimbeli, eh bien, ils ont changé ça, et ça devient l'autorisation pour les blancs d'acquérir des terres, des propriétés en Haïti, c'est le fameux article 5 de la Constitution de 1918. Et pour prendre loin qu'à travers l'histoire, nous, chaque fois que le monde besoin font bagaille de changer la Constitution. On va le voir avec Vincent, qui changeait la Constitution encore, qui mettait pouvoir, Jean Tevlé, là, Vincent Dio, que le pouvoir exécutif, c'est lui-même qui seul pouvoir gain de l'autre pouvoir là pour courir. Et ils font un référendum. Il faut que je dise en passant que cette question du référendum dont on parle tant, c'est quelque chose qui a été introduit dans notre législation à partir de 1918, justement par les Américains, parce que les parlementaires haïtiens n'ont pas accepté changer la constitution, et bien, ils mettaient les parlementaires, ils fait écraser le parlement, et puis ils fait un référendum. C'était le premier référendum dans notre constitution. Et puisque Vincent va abuser du référendum pour à chaque fois le monsieur Fombaga, il fait lui, c'est notre premier dictateur moderne, Vincent. Et puis, on va voir l'ESCO ici en 1944 va encore en abuser, au préalable que, à partir de la constitution de 1946, après la révolution de 1946, il va introduire un article, parce que ça me parle de lui, parce qu'il y a plein de monde qui pensait que c'est que la question de l'interdiction du référendum est une invention des constitutions de 1987. Non, c'est quelque chose qui existe dans notre législature depuis 1946. C'est l'article 1900. C'est l'article 148 de la Constitution de 1946 qui a une disposition qui dit que le référendum, toute consultation populaire tendant à changer la Constitution par voie référendaire est formellement interdite. C'est une disposition que l'on retrouve à l'article 148 de la Constitution de 1946. On retrouve encore cette disposition à l'article 161 de la Constitution de 1950 de Magloire, et cet article réapparaît encore dans la Constitution duvalieriste à l'article 191 de la Constitution de 1957 sous Duvalier. On a le même article formulé de la même manière. Les constitutions de 1987 n'ont fait que reprendre cet article-là pour empêcher un retour aux fantaisies de Vincent ou de Lescaut, par exemple. Toujours est-il que député Papillon, malgré les dispositifs ça qui visaient à empêcher de modifier la Constitution par référendum, et chef a toujours recouru à référendum pour capable de modifier la Constitution. Maintenant, là, au fond, sur l'historique de différentes constitutions. Non, mais attention, pour moi, que quelqu'un soit tenté d'assujettir ses semblables, c'est fort compréhensible. Ce qui m'inquiète et ce que je ne comprends pas, ce qui est moins compréhensible à mes yeux, c'est le silence complice des autres. On peut rêver, on peut toujours avoir la fantaisie de violer une constitution. Mais quelle est la réponse du peuple face à cela? Ok. On va revenir là-dessus, sur réaction et société civile là. Il y a des voix qui levaient. Et là, on fait référence par exemple avec Georges Michel qui est bon au moins 2 entrevues côté li opposé avec Demassa. Mais on aurait été dans l'histoire là. Et là, au fond, sur l'historique de différentes constitutions que nous passons, 22 au total. Mais si moi lis texte soit bien, et ou dit tout gagner de constitutions qui te gagnent le haut privilège que yo te fin retirer li mettre sous côté, mais après ça yo rend compte que c'est lui même qui solution et puis yo retourner avec eux. Ça arrive souvent dans l'histoire non que nous prenons constitution nous voyons le jeter. Ça a été le cas avec la constitution de 1816, c'est-à-dire que après 1943 et la révolution de 1843 avec la de 1843, évidemment Bois est tombé. On est manifeste de Pralin en 1842, il vient avec une constitution. Au Pralin, qu'en 1946, le riche arrivé au pouvoir, il a besoin de retourner avec la présidence à vie. Il dit qu'une constitution de 1816 et puis bon, il retourner avec lui. Ce sera la même chose en 1867, lorsque Salnave dit la constitution de 1867 est inapplicable.
Donc ce mot n'est pas nouveau dans notre vocabulaire politique, que la Constitution est inapplicable. C'est 22 constitutions non passées qui sont inapplicables déjà. C'est ça que fait nous obligés font 23e qui peut être pas l'applicable. Parce que c'est comme Dakabdio, on est qui a une machine, il change le filtre machine là, 22 fois, parce que le mécanicien dit que ce filtre n'est pas bon. Et puis, machine a toujours mal marché. Et puis, qu'on y a la première école pour aller changer le filtre. Au 23e fois, en espérant que ça va marcher enfin. Donc, c'est de la sottise humaine. Est-ce que inapplicabilité que chef a toujours avancé à l'y fonder, puisque là, vous soulignez qu'il y a des constitutions qui ont été filmées de côté, ou retourner avec lui. Vous te mettez de côté parce que c'est inapplicable, et puis vous retournez venir appliquer les. Mais il n'a pas appliqué, il n'a jamais appliqué à aucun moment de notre histoire. La Constitution de 1867, par exemple, a été remise en vigueur à 2 reprises, en 1870 et en 1874. Dès 1879, Salomon vient faire 7 ans au pouvoir et il n'est pas suffi pour lui. Et bien Salomon m'a demandé de changer la Constitution pour le capable de prolonger le mandat. C'est un bis répétiteur, c'est un bail que nous tout le temps dans l'histoire, donc Constitution n'a jamais suffi pour Haïtien. Okay. Maintenant, en question, comme nous sous ça, oui. Okay. Pour vous, députés, les constitutions, dont la Constitution de 1987, elles sont inapplicables ou on ne veut pas les appliquer? Je l'ai dit en début d'intervention que notre problème, ce n'est pas un problème de Constitution. Notre problème, c'est notre refus de nous soumettre à la loi. C'est quelle que soit la Constitution, pas besoin. La meilleure Constitution est celle que l'on a, pourvu que l'on applique. Donc, c'est pas moi-même qui dis lise, c'est le Joseph Janvier qui t'a répété bout de nuit sur la Constitution qui était dit lise. Donc, ça m'a bien là, son mari qui daté du 19e siècle. C'est un constat qu'on a fait il y a au moins un siècle. Donc, pour vous, le débat est ailleurs. Le débat est dans notre fonctionnement et d'après vous, on va quitter le Sénat, poser une question, mais qui ça que c'est posé faire? Tout d'abord, alors, je suis pas sociologue, moi, je suis invité pour parler de l'histoire constitutionnelle d'Haïti. Je parle de l'éventualité d'une réforme constitutionnelle. Moi, pensez, nous avons un problème de respect de la loi. Nous avons un héritage, qui est peut-être un héritage colonial de notre rapport avec l'État, de notre rapport avec la loi, qu'il faut changer. Même parce que le problème d'Haïti, c'est d'abord un problème, c'est un problème haïtien, yo. C'est pas un problème de loi ou de constitution. Donc, nous pouvons entrer dans l'aventure, là, et c'est pour ça, moi, quelque part, je suis contre l'idée d'une nouvelle constitution, et c'est là, quelque part, le sondage du BRID a un peu triché, est vicié au départ, parce que le sondage écarte habilement la possibilité du référendum. Les gens sondage a présenté à cet homme de radio, nous avons le choix entre garder la Constitution dans la version originale du texte ou bien une nouvelle Constitution. Or, je pense qu'il faut d'abord faire des amendements. Et amendement, c'est un anglicisme qui suppose des corrections au texte original, alors qu'une nouvelle Constitution, c'est la table rase pour venir avec un nouveau texte. Et là, on s'expose à tous les dangers. Moi, je suis pour conserver les acquis de 1946 d'abord et les acquis de 1987. Je précise que l'amendement n'est pas limitatif par définition. Ça arrive déjà dans l'histoire nous que nous convoquions l'Assemblée constituante pour faire un amendement. Ça a été le cas en 1816. Lorsque convoqué pour un amendement, eh bien, la teneur des changements accouche un nouveau texte. Alors, on a parlé de la nouvelle Constitution de 1876. C'est la même chose qui est arrivée également avec les Duvalier en 1971. Ils ont convoqué une Assemblée constituante pour faire un amendement. Eh bien, le nouveau texte accouche une nouvelle Constitution. Et là, ça permet de conserver les acquis démocratiques tout en avançant. Donc, le monde n'a pas d'amendement, c'est dans nouvelle constitution que lié, on va voir qui ça l'a venu avec lui. Magic 9
Ok. Tout à l'heure, nous allons venir effectivement sur les questions d'amendement et sur responsabilité Parlement. Dans le deuxième article que nous allons commenter, et nouvelle constitution faillite morale des élites là. Mais on a toujours été dans l'histoire et des constitutions haïtiennes. Et il y a une autre caractéristique au bail avec différentes constitutions où dit que c'est des outils taillés sur mesure, sur commande d'un chef. Et là, je regarde ce vol historique ça qu'on fait, et député Papillon, moi, ouais, gagné des points qui récurrents dans différentes constitutions, des contentieux qui viennent régler, question mandat et chef, question parlement, est-ce que la monocaméral ou bicaméral, question régime politique, question couleur nationale. Et comment on est capable d'expliquer et récurrent ces différentes contentieux ça dans la constitution? Bon, alors, d'abord sur la question du bicamérisme, il faut dire que le seul monde qui t'a laissé faire expérience dans le pays, c'est Pichon et Boyer. Ils ont fait une chambre monocamérale dans la Constitution de 1806, puis ils ont gêné Christophe. Et même Nexa, qui était venu avec monocamérisme là, en 1816, ils ont couru retirer la chambre monocamérale là, puis ils ont fait un parlement bicaméral. Donc nous avons une histoire de chambre bicamérale de 1816 jusqu'à 1957, qui serait appliquée à partir de 1961 sous Duvalier. C'est seulement Duvalier qui vient mettre une chambre monocamérale pour assujettir le pouvoir législatif. Donc, qui ça nous est? Et dans deux expériences monocamérales que nous gagnons, une, son Sénat qui est trop fort et qui pas quitter exécutif à travail. L'autre là, c'est une chambre des députés, qu'on appelait à l'époque l'Assemblée législative. On avait changé le nom sous Duvalier en 1957. Et cette Assemblée législative est totalement soumise à l'exécutif. Et c'était une assemblée qui était là pour faire miroiter un semblant de légalité, un semblant de démocratie à un régime absolument dictatorial. Et nous sommes capables de songer ça, qu'à l'époque, on appelait les députés j'approuve. Parce qu'ils étaient là que pour donner leur accord aux quatre volontés du chef. Donc c'est l'expérience ça que nous gagnons comme alors mon forme de que gon confusion et les mon cap défendre question monocamérale qu'on y a, yo vini avec une approche économique comme quoi parlement coûtait trop l'argent et on nous fait ça plutôt, ou bien il tout entrer dans le même balato, on aurait réduit le nombre de députés. Et pas gagné une idée, dans toute idée que avant qu'on y a là, qui est plus dangereuse, qui est plus rétrograde, qui est plus réactionnaire que la question de la réduction du nombre des députés. C'est un acquis constitutionnel qu'on s'est battu pour avoir depuis 1816, parce que en 1816, la Constitution prévoyait la Chambre des représentants des communes, donc c'était prévu pour avoir un député par commune. On ne l'a jamais eu à travers notre histoire, et c'est seulement en 1987 que nous commençons à gagner un article, je pense que ça doit être l'article 95, qui prévoyait un député par commune, qui était un progrès. Maintenant, lorsque Kounia a fait un marche arrière sur ça, sous prétexte d'économie, moi je peux dire que c'est pas le nombre de députés qui dérange. Ce que les gens disent, c'est que le coût de fonctionnement du Parlement est trop élevé. On n'a jamais parlé de nombre de députés. Ce sont les politiques qui interprètent la volonté populaire de cette manière-là. Les gens ont dit que le coût de fonctionnement est trop élevé. C'est-à-dire que si quelqu'un peut arriver avec une formule qui permet de conserver le nombre de députés actuels avec un coût de fonctionnement inférieur, je suis sûr qu'ils sont preneurs. Ok. On est preneurs avec une formule comme ça. Écoutez, j'aimerais aller quand même plus loin pour dire que réduire le nombre de députés n'est pas forcément une solution économique, parce que si on réduit le nombre de députés et on augmente le budget du Parlement, ça revient au même. C'est ça que peut-être que Mdédo a dit depuis le début de l'intervention, non, c'est que le projet de réforme constitutionnelle n'est pas un projet du peuple, c'est le projet des élites politiques. C'est d'ailleurs le seul point d'entente, le seul terrain d'entente, le seul point commun jusque-là qu'on a trouvé entre l'opposition et le pouvoir en place.
Mon je dis, c'est ça que fait tout, il n'y a pas trop critiquer Jovenel Moïse ou approche que va faire. D'abord, l'idée de la réforme constitutionnelle n'est pas une idée de Jovenel Moïse. C'est l'opposition politique qui a vendu ses idées, c'est l'intelligentsia haïtienne qui a vendu ses idées. Et c'est pour ça, quelque part, je parle de la faillite morale des élites. Parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas en train de se battre pour le respect de la loi mère. Les élites politiques sont en train de se battre pour avoir le droit de violer eux-mêmes la Constitution. Je suis bien, par exemple, le monde qui a critiqué Jovenel Moïse. Pour qui ça? Parce que il y a l'impression que si Jovenel Moïse allait, il a hérité de projet A, puis même il a fait Constitution par eux. Parce que tout dans le complot. Et là, je peux parler de Mme Maniga, par exemple, qui a fait tout un plaidoyer pour changer la Constitution en dehors des normes prévues. Et la voix la plus retentissante sur ce sujet-là, c'était celle de Maître Monfrier Dorval, qui, au micro de Magic 9, justement, avait vendu les idées réactionnaires, telles que, par exemple, de rédiger une constitution sans assemblée constituante, ce qui est inédit dans notre histoire, pourtant riche en épisodes autocratiques. On n'a jamais vu ça. Il n'y a jamais eu dans notre histoire une seule constitution qui a été rédigée sans assemblée constituante. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui relève de la souveraineté populaire. On ne peut pas nous nier ce droit à avoir notre mot à dire dans la loi mère. Et jusqu'à présent, ce que l'Assemblée constituante et député Papillon, nous te recevoir là son antenne nous et Guichard Doré, d'ailleurs c'est un important à parler à qui t'a travaillé sur question nouvelle constitution. Effectivement, on t'a soulevé question ça. Et est-ce que il pas estimé que le peuple là pas participer dans le projet nouvelle constitution puisque pas une assemblée constituante. Il te répond que non, il pas pensé ça puisque le fait que choisisse un comité consultatif indépendant et ça pas enlevé souveraineté peuple là pour lui participer dans le projet puisque comité consultatif là il était pour mission pour parler avec diverses structures organisées dans la société et autour du projet. C'est ça le débat comme argumentaire. Ça pas suffi pour moi-même. Je ne vais pas entrer dans la logique et Guichard Doré. Ce que je dis, c'est que le projet d'une réforme constitutionnelle ne peut pas être un projet du Palais national. Elle ne peut être non plus un projet de l'opposition politique. Ça doit être un projet national. C'est ça qu'il doit comprendre. Il doit comprendre que ça ne peut pas être un projet du Palais national, mais un projet national. Et moi, je dis que dans l'histoire, nous, jusqu'à présent, nous avons deux formes d'assemblée constituante. Nous avons une assemblée constituante qui est convoquée parfois, ça a été le cas en 1987, ça a été le cas également en 1816, pour me prendre deux exemples très éloignés, côté que, où est que les différentes paroisses, les différentes communes, les différents arrondissements, vous voyez des représentants à Port-au-Prince qui travaillent avec un comité d'experts et qui accouchaient d'un texte que vous soumettez à un référendum dans le cas de 1987, ou que vous votez n'a pas ou que vous adoptez d'une manière ou d'une autre. Mais le peuple-là désigne ses délégués à l'Assemblée constituante qui pour défendre son droit. Maintenant, lorsque on vient avec une approche, côté que on un petit groupe de Port-au-Prince, des illustres inconnus qui a rédigé un texte puis à l'imposer moi-même et mes descendants, moi je dis non, vous n'avez pas ce droit. Pas qu'à bon droit ça pour décider de l'avenir des lois de la République en petit comité. C'est contraire à la Constitution d'abord et c'est contraire à tout principe démocratique. C'est tout simplement inacceptable, en peu de mots. Maintenant, là, on a traversé rapidement le deuxième article qu'on publié, et nouvelle constitution faillite morale des élites. Tout ça, on dit là, et député Papillon, quand on pas bail droit avec un petit groupe au princien et pour décider sur l'avenir, on peut écrire une constitution pour même qui sorti corail et pour l'autre monde qui sorti dans des recoins très reculés dans le pays d'Haïti. Et comme parlementaire, nous avons eu occasion pour nous faire tout ça, pour nous échanger des dispositions de la Constitution à travers projet d'amendement,
Mais nous connaissons la réalité, c'est qui ça, nous connaissons l'histoire, c'est qui ça. Et la Chambre des députés à 50e législature, là, malgré qu'il y ait une occasion, elle va te faire. Ah, tout à fait, tout à fait. Et c'est ça que j'ai dit dans mon article. J'ai dit que la 50e législature, malheureusement, n'a fait preuve ni de sérieux, ni de capacité intellectuelle, ni de capacité morale même pour aborder un tel chantier. C'est le constat que j'ai fait. Et j'ai même conclu cette partie en disant que c'était difficile de voir les députés de la 50e législature évoluer sans penser à une scène du film Le Titanic où on voit des passagers se prélasser en première classe en toute insouciance alors que le bateau était en train de couler. Député Papillon. Pardon? Député Papillon. Et majorité qui te gagne dans la 50e législature, c'est ton majorité présidentielle. Est-ce que pour j'ai amendement constitution que le Parlement, que 50e législature là, te voulait porter, il n'y a pas de joindre adhésion et exécutif là, est-ce que c'est ça qui expliquait que la majorité présidentielle là, pas arrivé travail sur l'amendement constitutionnel là? Non, le projet constitutionnel là, il a échoué d'une part parce que le choix de Djerry Tadieu n'était pas un bon choix. D'abord, Djerry Tadieu pas fait partie de... va m'expliquer bien, ça m'a dit, je ne suis pas en train de dire que le choix de Tadieu était mauvais parce qu'il était incompétent. Loin de là. Je pense au contraire qu'il a fait un très bon travail et dont on devra s'inspirer pour aborder le projet d'amendement constitutionnel. Mais je dis par là que le fait que Djerry Tadieu lui-même était sorti dans un groupe minoritaire à la Chambre, on lui a fait une faveur. Donc son geste d'élégance politique que Charles fait, parce qu'il était battu Tadieu dans l'élection pour président Chambre, donc il cédé ça pour le balancer un peu de visibilité. Mais au niveau stratégique, c'était le plus mauvais choix qu'on pouvait faire parce que le choix d'un député de la minorité allait forcément être bloqué par les députés en face qui sont majoritaires et qui étaient contre Djerry Tadieu pour diverses raisons. Certains parce que tout simplement, il n'y a pas de voler bail Djerry Tadieu visibilité politique ça, et d'autres parce que j'ai peut-être pensé que il y a d'autres intérêts dans l'autre côté. Donc finalement, le projet a échoué. Mais c'est ça seulement que nous voyons dans la Chambre. Moi-même, qui ai parlé là, il y a 4 propositions de loi qui ont été déposées dans la Chambre et qui n'ont jamais été même mises en discussion parce que certains parlementaires influents ont estimé que si Wolf Papillon soumet ces lois au vote, eh bien, il y aura trop de visibilité politique. Donc, mes lois n'ont jamais été mises en discussion. Donc, c'est une question de mesquinerie politique, de blocage politique, ce qu'on voit d'ailleurs à tous les niveaux. Ok. Mais dans le pays. Ou aussi, mais c'est mesquinerie politique qui fait et projet et amendement et que Djerry Tadieu t'a mené à échouer. Mais il y a d'autres gens qui viennent avec l'autre argument. C'est parce que les parlementaires, yo même, yo pas jamais d'accord remettre en question de privilèges, de pouvoir que vous gagnez, c'est ça qui explique que vous pas allé dans ce sens amendement et il y a des gens qui viennent avec l'autre exemple et pour montrer que c'est puisque ça pas dans intérêt nous puisque dans le dernier amendement qui était fait là et assemblée législative là a voté des dispositions mais 2 parlements à Palais national sous trajet ça a été modifié tout. Oui, mais ce acte est resté impuni. C'est là oui qu'une impunité mène dans le pays, puisque si on a une commission sénatoriale qui dit que il y a fraude, si on a plusieurs mondes, dont par exemple Georges Michel que vous avez cité tout à l'heure, qui écrit un texte pour montrer que l'amendement n'est pas bon, et que le président Martelly, en toute irresponsabilité politique, a quand même tenu à publier le nouveau texte de loi, avec tout problème, parce que tout problème qu'on a là aujourd'hui, c'est l'amendement frauduleux de la Constitution de 1987 qui a entraîné tout ça, qui fait que aujourd'hui, la durée du mandat d'un président de la République devient un sujet de débat. C'est pas assez clair parce que la loi mère, c'est-à-dire dans un article dit quelque chose et dans un autre article dit plus ou moins le contraire. Donc c'est ça qui est arrivé dans l'amendement frauduleux. Mais il n'y a pas eu de réaction. On va regarder là. Une action se passe dans le Capitole aux États-Unis, mais dans le moment où on parle avec voilà, à moins d'une semaine, majorité de monde qui est responsable est en prison. Donc l'impunité n'est pas permise dans une démocratie. Et c'est ça qui mène à côté de toute dérive que nous y a là, qu'on y a là.
Maintenant, ça, moi-même, je voulais que la population comprenne, c'est que, je pas dit que la Constitution, il n'y a pas des bagages pour changer là-dedans. Je pense que même les défenseurs les plus acharnés du texte original ont fini par admettre qu'il faut quelques changements au texte initial. Mais, Jean-Monsieur Obralila, avec projet révolutionnaire d'une nouvelle Constitution, moi je dis que non. Je ne suis pas d'accord, c'est une aventure de plus et ça a capé laguer pays à Macao. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'une nouvelle constitution n'est pas forcément synonyme de progrès. Une nouvelle constitution, nous voyons ça déjà. Il y a des fois, nous changer de constitution, éliminer nous. La constitution de 1846 a entraîné 2 années de guerre civile. La constitution de 1806 a entraîné 13 ans de guerre civile et la scission du territoire national. La constitution de 1867 nous a causé plusieurs années de guerre civile et avec Sanlave. Donc, c'est pas un changement de constitution, Jean-Mounio Diala qui peut le faire, changement de pays. Il ne suffit pas d'une nouvelle constitution pour faire un nouveau pays. Ce qui fait un nouveau pays, ce sont des hommes nouveaux. Ok. Et en question, député Papillon, et la gain exécutif là, c'était le 31 décembre qui publié un décret qui fixait le cadre réglementaire référendum là. Et dans un article, il a souligné que c'est à la majorité simple que on va décider et qui est-ce qui remporte, est-ce que c'est oui ou bien c'est non. Là, dans l'article écrit sur la faillite morale des élites là, et ou font survol de référendum ou montrer que dans la plupart des cas, pour ne pas dire dans la majorité ou bien dans tous les cas, Haïtiens n'ont pas vraiment prend le temps pour les questions que vous posez. Et ils ont toujours passé. Vous pensez que nous, et par rapport à ça, nous t'avons inquiet pour éventuelle question que vous allez poser avec les citoyens, est-ce que oui ou non, ou d'accord, de une nouvelle constitution? Tout d'abord, il faut se dire que la constitution est la loi mère. C'est-à-dire aucune loi, aucun arrêté, aucun décret, aucune proposition de loi, aucun projet de loi ne peut être contraire à la loi mère. Si on est encore sous l'égide de la Constitution de 1987, la Constitution de 1987, dans son article 284.3, interdit la consultation par voie référendaire. Ce qui me permet de conclure que le décret sur le référendum du président de la République est inconstitutionnel et illégal. C'est ça qu'il faut se dire. On a des gens qui t'a dit de parler là, qui connaît que M. Boité Jovenel Moïse pendant 4 ans dans le Parlement, et qui est capable peut-être étonné de m'entendre le dire, mais moi pas dire l'autre gens dans le Parlement, moi j'étais d'accord avec le président, le m'estime que sur le droit chemin, et me toujours exprimer le désaccord moi, lorsque m'estimer que les pas dans le droit chemin. Un ami, ce n'est pas quelqu'un qui vous suit dans vos dérives. Un ami, c'est quelqu'un qui vous aide à rester sur le droit chemin. Et là, le président est en train de s'écarter du droit chemin. Pas même besoin d'aller en dans référendum non pour me connaître qui ça que en dans décret pardon pour me connaître qui ça que le dit et qui l'autre violation que il y a dans la teneur du texte. Moi, je dis que le référendum est illégal et inconstitutionnel et pour cela, il faut que on arrête ce projet de consultation par voie référendaire. Qu'est-ce qu'on peut répondre avec le monde qui dit et là parlementaires font une sorte de levée de bouclier contre le projet de nouvelle constitution parce que le texte là menace intérêt, le texte là remet en question pouvoir. Je ne crois pas que je parle en tant que parlementaire. Je parle en tant qu'un élément de l'élite paysanne. C'est mon rôle de défendre les acquis de la paysannerie profonde. Et un des acquis de la paysannerie, c'est le droit d'être représenté au Parlement. Le Parlement est le siège du pouvoir paysan. Tout ce qu'on a reproché au Parlement là, c'est peut-être parce que élu au soutien en dehors. Et Jovenel Moïse lui-même, moi je pense que quelque part, il ne mesure pas la portée de ses actions sur la classe paysanne d'où il provient lui-même. C'est un retour d'une série de privilèges, d'une série de batailles que nous avons fait pour nous arriver côté Niala qu'a fait là. On va pas parler depuis le mois de janvier dernier. Moi pas dans le Parlement, donc tant qu'on connaît une chambre député à l'Ipaguen, mon capable à titre de parlementaire là, mon capable à titre d'ancien parlementaire ou bien
Donc, analyse bon, pas motivé par un intérêt immédiat quelconque. D'ailleurs, on nous lit, mon sorti, la classe politique sorti de un pouvoir à un autre. Justin Privé était dans le pouvoir législatif, après soit venu dans le pouvoir exécutif. Tel monde par exemple, Simon Dera dans le pouvoir législatif et puis là dans le pouvoir exécutif. Donc, si vous pensez pendant qu'on a pouvoir législatif là, et que vous avez serré boulon exécutif là, etc., mais là, il vient parler, on parle qui sont préparés pour tout. Donc, c'est pas là le débat. Le débat, moi, je pense que ce qui, parmi les nombreux changements qu'on a à faire dans la charte fondamentale actuelle, c'est l'établissement d'un meilleur équilibre, d'une meilleure répartition des compétences entre les pouvoirs. Nous avons une faiblesse, nous avons un pouvoir judiciaire qui est à la traîne, nous avons un pouvoir législatif qui est trop prépondérant et qui est probablement trop emprise sur l'exécutif. Nous avons fait l'inventaire des imperfections de la Constitution de 1987. Moi, je pense qu'il faut partir de cet inventaire-là et corriger les dégâts. Là, on parle par exemple de Premier ministre, c'est comme si c'était le poste du Premier ministre qui pose problème. Moi, je pense que non. La primature marche très bien en France, aussi bien que la vice-présidence marche aux États-Unis. Mais ça, pour remarquer, c'est que les Français ont fait une choix de primature, ils ont respecté les règles. Et puis, pas une seule formule de primature. Si nous pensons que c'est l'homme des gens qui parlé contre la primature, il dit que c'est des trop marchandages pour mettre un Premier ministre. Dans ce cas, il suffit d'un amendement qui n'oblige pas le Premier ministre à passer devant le Parlement pour entrer au pouvoir. Le président nomme son Premier ministre et le Premier ministre entre en fonction et commence à travailler. Ce qui n'enlève pas au Parlement son droit de regard, son droit de contrôle. On va dire, au bout de 6 mois, au bout de 1 an, on peut regarder ce qu'on peut faire. Mais il faut partir d'un amendement constitutionnel et pas d'une nouvelle constitution. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Député Papillon, dans le texte, vous dites que, on rappelle que la Constitution 1987 là, il clairement indiqué et procédure pour mon suivre, pour modifier l'article 282, 282.1 et 283, mais ou préciser que pourtant il semblerait qu'il y ait une entente tacite, si ce n'est un complot national, pour modifier la Constitution sans en respecter les règles. On l'autre bord, pour continuer pour dire que comme si une nouvelle charte pour Haïti a le projet des élites politiques à la fois de l'opposition et du pouvoir en place. Ils ne s'entendent d'ailleurs que sur un seul point, changer la Constitution. Ils ont un ennemi commun, la démocratie représentative, telle que conçue par les constitutions de 1987. Et un peu plus loin, on peut dire que c'est pas Jovenel Moïse qui a inventé le discours anticorruption 1987 là, lui et plusieurs adversaires politiques, lui, t'es brandi lui déjà, et justement, c'est ça qui fait que yo pas vraiment capable aussi de silencieux pour que yo brandi à nouveau et violation de la constitution parce que yo même tout était d'échanger. Maintenant, dans ce climat là, qui ça nous a fait? Donc quelque part, ça m'a dit que Jovenel Moïse n'a rien inventé. Jovenel Moïse bénéficie d'un terrain préparé par ses propres adversaires politiques. Et c'est quelque chose d'extrêmement rare en politique d'avoir ses propres adversaires pré-mâcher son travail. Ce que fait Jovenel Moïse maintenant, il devient l'exécutant d'un projet d'une certaine classe politique, mais c'est un projet réactionnaire qui est liberticide et que Jovenel Moïse, peut-être lui-même, ne mesure pas la portée de ce projet, sur la portée négative de ce projet sur la classe paysanne dont il est lui-même issu. C'est ça le danger. Donc, c'est ça qui fait opposition qu'on est là. Le projet de changement de la Constitution, c'est le seul point commun qu'il y a entre le pouvoir en place et l'opposition. Ils ne s'entendent que sur un changement de la Constitution. Ce que je dis, c'est ce que j'ai dit en début d'intervention, il faut respecter les lois de la République. Il faut que, au moment dans l'histoire, que nous arrivions, que nous prenions décision, que nous respections les lois. D'où à l'est et de l'ex. Constitution, ça, c'est pas les meuvler, c'est pas les moins mais c'est les gagner. Et qui ça, loi, dit peut changer? Parce que dire que les parlementaires
ne vont pas changer. Comme ça veut dire, c'est un constat très pessimiste de notre société. C'est-à-dire que nous vivons dans une société que nous n'avons jamais un parlementaire qui est capable de faire des lois justes pour le pays. Mais c'est quand même grave. Et c'est pourtant ce que croient beaucoup de gens. Or, ce n'est pas ça qu'a montré la commission Tardieu. La commission Tardieu a montré que la plupart des parlementaires, et je pense que certainement que cela aurait abouti à un changement dans la Constitution, étaient d'accord pour changer ceux qui viennent, c'est-à-dire les irritants de la Constitution de 1987. Et c'est là qu'il faut aller. Et le président a pour son discours de Nouvel An, a mis 3 priorités. Il a parlé de Constitution, il a parlé d'électricité et il a parlé d'élection. Moi, je suis d'accord avec ces 3 priorités, mais je dis, je ne suis pas d'accord avec l'ordre. Pour moi, il faut d'abord électricité, élection et constitution. Okay. Ou dit-tu dans le texte, il ne faut pas que maladroitement, en voulant rendre le pouvoir aux Haïtiens, on les lui enlève définitivement. Qui ça te veut dire exactement? Alors, cette dernière phrase, c'est un petit peu pour répondre au livre de Rénal Libéris, intitulé justement « Rendre le pouvoir aux Haïtiens ». Quand j'ai lu le texte, c'est comme si, à travers son texte, il y avait tous les contre-arguments. À l'intérieur du livre de Libéris, il y a les contre-arguments pour ce qu'il fait. Et je vais vous dire un passage que j'ai lu dans le livre de Libéris. Il dit, dans toute démocratie, le droit de modifier la loi fondamentale n'appartient qu'à l'universalité des citoyens, lesquels cependant peuvent en déléguer l'exercice à des mandataires librement et préalablement désignés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une citation du livre de Libéris. Donc, je ne comprends pas, après avoir écrit ceci, et vous êtes d'accord avec une réforme constitutionnelle sans assemblée constituante, puis c'est vous qui le dites. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas, qu'en voulant rendre le pouvoir aux Haïtiens, on les lui enlève définitivement. C'est ça ma crainte, c'est-à-dire la perte des acquis démocratiques de 1946 et de 1987 en particulier. Qu'est-ce que tu as dit si vous avez essayé de me dire, bon, de toute manière, et depuis avant de changer déjà, que le change aujourd'hui, que le change demain, l'a changé quand même, donc l'a changé le jeudi quand même. Non, c'est, n'a choisi, est-ce que n'a fait un pays ou bien est-ce que n'a fait autre chose? Si son pays que n'a fait, n'a pas obligé qu'il y ait des règles là-dedans, et un pays qu'on façon qu'il fonctionne. Pas un pays qui est capable de rester comme ça pour changer en constitution en dehors de toute règle et sous l'impulsion d'une petite minorité. C'est une approche à la fois élitiste et réactionnaire. Et moi, je suis contre cette approche, je suis contre la formule. Je ne suis pas contre un changement de constitution, je ne suis pas contre des réformes, une réforme constitutionnelle, je suis contre la formule qu'on utilise parce que c'est pas une formule qui augure de bons jours pour notre idéal démocratique. Qu'est-ce qui va empêcher au prochain président qui sera là peut-être dans 1 an ou 2, j'en sais rien, d'arriver et de dire cette nouvelle constitution n'est pas bonne, je reprends la formule qu'on vient de faire il y a à peine 1 an, je change la constitution et à mon tour. Dans qui ça ne peut l'entrer là? Il y a des précédents dans l'histoire que nos pas doivent permettre. Ok. Maintenant, dernier pour nous aborder dans l'entrevue, avant de nous remercier pour fidélité ou très critique vis-à-vis de sondage Bride là, eh ben, vous estimez que le sondage ça, et que Bride était dehors récemment, il y a quelques semaines, eh ben, il voulait induire la population en erreur. Qui j'en estimé que les résultats sondage Bride, avec les questions qui ont été posées, a induit la population en erreur? Bon, tout d'abord, on partit dans l'hypothèse que le sondage Bride là, il remplit des conditions de fiabilité. On ne va pas remettre en question de échantillonnage, etc. Et m'bal crédit ça. Crois que m'bal aucune raison pour m'bal crédit parce qu'en 2010, des candidats aux élections législatives, j'étais dit m'bal gagné, m'étais perdu. Et même à la télé également avec Madame Maniga, qui
qui parle gagner l'élection, nous voyons que le perdu l'élection. Donc, sondage là, ce qui est important pour nous, c'est sondage contre Trump, des fois. Absolument. Donc, mais le danger, parfois, c'est qu'on prend les sondages pour l'expression de la volonté populaire, alors qu'il n'en est rien. Si un simple sondage d'opinion pouvait laisser savoir quelle est l'intention réelle du peuple, c'était vraiment l'expression de la volonté populaire, il ne serait alors plus intéressant, plus utile d'organiser des élections coûteuses dans une démocratie. Donc le sondage reste un sondage. Maintenant, moi, ce que je dénonce dans le sondage du BRID, c'est un sondage manipulateur. Manipulateur par la formulation des questions. D'abord, le titre même de l'étude en constitue le premier élément trompeur. Yorel Eli, sondage d'opinion sur la Constitution. Or, c'est faux. Les questions ne portent pas sur la Constitution. Toutes les questions portent sur une éventuelle réforme constitutionnelle. Et c'est un sondage qui tente de nous suggérer des idées, qui nous dressent un tableau, qui nous dicte à quoi devrait ressembler notre 23e Constitution. Donc, le titre est trompeur en soi. Deuxièmement, depuis appeler dans l'introduction, avant même qu'on entre dans le questionnaire là, il dit que dans la rue, l'homme on dit, alors je lis textuellement ce que dit le sondage, il dit que dans l'introduction, on dit ça devient une habitude pour les manifestants de demander un changement de système. Qui dit changement de système dit en quelque sorte changement de constitution. C'est pas rôle analyste qui peut interpréter ça, puis dire mais ça mon voulait dit, mon demandé changement de constitution. Donc déjà manipulation commence avant même qu'on entre dans la question. Maintenant dans la question, il dit que 87,4% des Haïtiens souhaitent une nouvelle constitution. Bon, moi je ne pense pas que ce soit ça la volonté des Haïtiens. La volonté des Haïtiens, c'est quelques changements. C'est une réforme, c'est une révision constitutionnelle. Maintenant, en posant la question de cette manière-là, est-ce qu'on veut un changement? Eh bien, habilement, le sondage écarte la possibilité de l'amendement, qui est une option aussi. C'est comme s'il n'y avait que deux options, soit conserver le texte dans sa teneur actuelle, ou bien un nouveau texte. Donc, gon manipulation là. Gon l'autre manipulation également, les autres que 75% des sondés opteraient pour une chambre unique et 71% pour la suppression du Sénat. Donc, on se parlait de l'IA tout à l'heure là, mais le chambre unique et puis le jour plus tard que gon quantité de monde et 85% et des sondés seraient pour une réduction du nombre de députés. Moi, je dis que l'approche est faussée. Et réduire le coût de fonctionnement du Parlement ne signifie pas forcément réduire le nombre de députés. Si une formule permettant de conserver le nombre de députés actuels avec un budget réduit pouvait être proposée, en quoi est-ce que le peuple serait lésé? Ok. Maintenant, il y a Louis Nopier qui parlait avec nous pour le journal Le Nouveliste, qui était parlé dans la radio et pendant ce semaine-là, en pile pour ça que Bride pose des questions sur eux avec mon gueule sondé, à savoir réduction du nombre de parlementaires, élimination Sénat et participation de diaspora dans l'affaire politique pays et entre autres choses. Et majorité question ça, ils retrouvé dans le projet et nouvelle constitution. Qui sont comprendre par rapport à ça? Est-ce que vous pensez tout ça t'a dû faire nous poser des questions sur commanditaire et sondage là? Oui, tout d'abord, l'élément qui manque, c'est qu'on fait un sondage comme ça, un sondage qui engendre des coûts, et il est toujours plus utile que le transparent, parce que le sondage là, tu dois dire nous qui est le commanditaire du sondage. Qui est-ce qui a posé cette question? Pourquoi est-ce qu'on nous apporte toutes ces lumières, entre guillemets, soudainement? Il ne pas parler de lui. Alors, question, ou dis-moi si, et que ça m'en dit c'est là, danger référendum, et c'est pour ça, et c'est pas par hasard que, juristes parlaient de assemblée constituante qui est important pour constitution faite, etc. Parce que, dans le sondage là, c'est même là qu'on va arriver dans un éventuel référendum, c'est qu'on va poser des questions, il y a bon des réponses, mais les gens, même s'ils sont concernés au premier chef par ce qui se dit, ils ne sont pas forcément qualifiés pour apporter des réponses adéquates aux questions qu'on les pose. Parce qu'à l'Assemblée constituante, par contre, où il y a les dignes représentants du peuple, qui sont choisis par le peuple et qui discutent avec les experts sur des sujets extrêmement pointus,
et qu'on y a qui est capable d'arriver à une solution. Maintenant, comment l'homme de la rue, dans le pays à 80% analphabète, malheureusement. Au moment de mon nom, qui ça le préféré entre primature et vice-présidence? Qui ça le connaît ou va parler avec lui là? C'est comme si tu demandais lui, entre le caviar et le foie gras, quelle est ta préférence? Ou bien, entre voyager en avion à réaction, ou bien avion à hélice, qui ça qui bon pour? C'est la même chose. Donc, la formule de l'Assemblée constituante, sous retirer c'est comme des cadeaux, on prend un monde qui est accusé, on voit devant la justice, et pour priver de son droit d'engager un avocat. Parce que gon jargon juridique, il y a des termes qu'on peut utiliser que l'accusé n'a pas qu'à comprendre quand il est. C'est l'avocat qui a fait le poli. Et c'est ça, je dis là, que m'a fait pour mon corail là. Défendre l'intérêt. Mon corail choisit pour me défendre l'intérêt. Et c'est ça que m'a fait, je dis là. Et c'est le rôle de l'Assemblée constituante là. C'est pas paysan là qui peut décider s'il voulait et une constitution en chambre monocamérale ou bicamérale. Qui ça le connaît dans le bagage ça? La vraie préoccupation du peuple aujourd'hui, sous ta fond enquête, c'est sûr qu'on t'apprête que la réforme constitutionnelle va être le cadet de ces soucis. Les gens sont préoccupés, les masses sont préoccupées par l'insécurité, sont préoccupées par la misère, ils sont préoccupés par une question santé, comment vous voyez Timoun à l'école, c'est ça qui est préoccupé. Maintenant, les élites vendent l'idée d'une constitution en leur faisant croire qu'en votant en adoptant une nouvelle constitution, tout problème ça va pas le résider. C'est faux. C'est pas le rôle de la constitution de résoudre les problèmes liés à l'insécurité, à aucun des grandes préoccupations du peuple aujourd'hui. La constitution n'a rien à voir. Ok, fort de tout ça, on se dit là pendant pratiquement une heure, nous avec vous opposez ou avec des démarches et référendum constitutionnel là, ou pas seulement monde qui opposé avec des démarches là, nous disons tout ça déjà, qu'il y a plusieurs autres voix et organisées dans nos sociétés à tout qui a fait une sorte de levée de bouclier là contre les projets. Et maintenant, la question c'est que faire pour nous opposer nous avec et démarches là et comment qui ont ouais et prochain mois là et député pavillon. Bon, moi-même il y a longtemps que m'a prêché un consensus, il y a longtemps que me dit faut que nous chita parce que même les grandes armées du monde, les Ofin Gourmet, ils ont fini par chita quand même autour d'une table de négociation. Il y a au moins 3 ans que me dit faut qu'on consensus, faut qu'on chita parler qui fait. Et en même temps, il faut qu'il y ait respect des lois dans le pays. Nous pas respecter rien du tout. Donc, nous sortis de crise en crise. Moi-même, pour me résumer l'approche par rapport aux 3 articles que j'ai récemment publiés dans le Nouvelliste, moi, pas ni référendum, ni transition. Ni l'un, ni l'autre, pas inscrit dans la Constitution. Je suis pour le strict respect de la loi mère et c'est cette position-là que j'ai défendue depuis mon entrée au Parlement en 2016. Ben, j'aime l'autre position qui est différente. Donc, qu'est-ce qui est pour faire? Je ne suis pas devin. Je me contente de répondre aux questions qui concernent strictement les articles que j'ai publiés. Donc, parce que j'ai apporté ma contribution, je continue encore à apporter, puisqu'il y a d'autres articles qui vont être publiés, je continue à apporter ma contribution, tant au niveau de la recherche historique qu'au niveau sociologique, sous qui ça pays a besoin. Maintenant, il revient aux décideurs politiques, il revient à d'autres d'apporter leur contribution également à cette réflexion qui nous concerne tous. Merci beaucoup, député Papillon, d'être disponible pour nous matin. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, bon dimanche.